Madame, Monsieur, bonsoir. Nouveau déboire pour le porte-avions Clemenceau. La Cour suprême indienne demande une nouvelle expertise avant de se prononcer sur le désamiantage du navire. L'Inde veut connaître la nature exacte des matériaux qui composent le Clemenceau. Après l'arrivée de la grippe aviaire dans 3 pays de l'Union européenne, les autorités de Bruxelles redoublent de vigilance. En France, inquiétude ce soir à Honfleur où l'on vient de retrouver un cygne mort sur la plage. Pour l'instant, aucune confirmation de la présence du virus. Les médecins libéraux prêts à entamer un bras de fer avec le gouvernement, ils lancent un appel à une grève du zèle pour obtenir une augmentation de 1 € par consultation. Une façon pour eux d'être remerciés après leurs efforts pour maîtriser les dépenses de santé. Le gouvernement d'Angela Merkel confronté à un conflit qui prend de l'ampleur dans la fonction publique. Aujourd'hui, 22 000 salariés se sont mis en grève pour protester contre l'allongement du temps de travail. Les scientifiques s'attaquent au mythe de Jeanne d'Arc. Pendant 6 mois, une équipe va examiner les restes présumés de cette héroïne nationale brûlée en 1431 à Rouen. Et puis, cette journée de lundi n'aura pas porté chance aux Françaises au JO de Turin. Carole Montillet a fait une chute handicapante pour l'épreuve de demain. La snowboardeuse Doriane Vidal s'est classée 8e. Heureusement, il nous reste l'or d'Antoine Deneria. Le Clemenceau va donc continuer à faire des ronds dans l'eau de l'océan Indien. La Cour suprême indienne a reporté sa décision à vendredi, le temps pour elle d'obtenir une nouvelle expertise pour connaître la nature exacte des matériaux de l'ancien porte-avions. Nouveau déboire qui amène certains à s'interroger sur l'éventualité d'un retour en France. Thierry Curté, Valérie Lucas. Un long voyage qui devient un parcours du combattant juridique. Dernier obstacle pour le vieux tigre d'acier, la Cour suprême indienne. On s'attendait à ce qu'elle lève les dernières interdictions. Mais elle a choisi, après 1 mois d'hésitation, de ne rien décider. La Cour a constaté que les 10 membres de son comité ne sont pas des experts en démantèlement de navires. C'est pourquoi nous allons faire appel à la marine indienne pour un avis. Deuxième embûche, en France cette fois-ci. La guérilla juridique avec certaines associations écologistes prend une nouvelle tournure avec la recommandation du commissaire du gouvernement du Conseil d'État. Ces conclusions sont généralement suivies par la haute instance. Et il déclare « Nous vous proposons d'ordonner la suspension de la décision de transférer le Clemenceau en Inde. » Hier, enfin, troisième embûche. Le journal du dimanche révélait que 30 des 115 tonnes d'amiante enlevées à Toulon ne sont jamais arrivées dans le centre de stockage situé dans le Gard. Le ministère de la Défense a décidé de passer à l'offensive contre ses détracteurs qu'il juge partiaux et intéressés. Je dirais effectivement un certain nombre de choses et on se verra à ce moment-là que diverses allégations, que ce soit des associations ou que ce soit de l'industriel de Technopure, correspondent en fait à des intérêts financiers et industriels qui n'ont rien à voir avec la réalité du dossier. Le ministère a fini par déposer plainte contre cet industriel, premier dépollueur du porte-avions, évincé du marché depuis. Pendant ce temps, l'ex-Clemenceau devra encore faire des ronds dans l'eau au large de l'Inde. L'autre grand titre de l'actualité, vous le savez, la grippe aviaire qui a touché 3 pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, Bruxelles estime que les mesures appliquées en Grèce, en Italie et en Slovénie sont à ce jour suffisantes. Mais bien sûr, tout le monde reste vigilant, notamment à l'approche des périodes de migration à la mi-mars. Et inquiétude ce soir à Honfleur où l'on vient de découvrir un cygne mort sur la plage. José Blanc-Lapierre. Par les temps qui courent, mieux vaut ne pas laisser un oiseau mort entre toutes les mains. Et pour ce cygne retrouvé sur la plage de Honfleur ce matin, direction le laboratoire pour une autopsie. Difficile pour l'instant d'indiquer la provenance de l'oiseau sauvage. Afrique ou Europe de l'Est, dans les 2 cas, il y a un risque. Et la prudence est de rigueur. Il ne faut surtout pas y toucher, ne pas y toucher et puis appeler les pompiers ou les services de police, gendarmerie. Autre découverte, ce cygne piégé dans la glace d'une plage de Slovénie à la frontière autrichienne. Des analyses sont en cours, tout comme sur un autre oiseau de la même espèce, retrouvé mort lui aussi près d'un lac au nord-est de la Belgique. Des cygnes sauvages, venus probablement d'Europe de l'Est pour migrer vers le sud après un coup de froid. Et pour certains, contaminés par le virus H5N1. C'est le cas pour 6 d'entre eux, échoués sur les plages de Sicile.
Inquiétude également en Grèce, où aujourd'hui un 4e oiseau a été repéré. Son cas est toujours suspect. Mais après la découverte de 3 oiseaux contaminés, un chasseur les ayant manipulés a été hospitalisé. Des tests sur le malade atteint de fièvre sont en attente de résultats. L'urgence est d'éviter la contamination des volailles domestiques. Et dans les différents pays concernés, on multiplie précautions et opérations de confinement. Ce devrait également être le cas en Allemagne et en France, où l'enfermement des volailles pourrait être étendu. Et on vient d'apprendre que 8 cygnes ont été retrouvés morts en Croatie. Pour l'instant, on ne sait pas s'ils sont porteurs du virus de la grippe aviaire. Alors en France, le confinement des volailles touche aujourd'hui 58 départements. Le ministère de la Santé attend maintenant l'avis de l'AFSA, l'Agence de sécurité alimentaire, pour étendre éventuellement ces mesures. D'ores et déjà, les éleveurs de volailles en plein air sont durement pénalisés par la baisse de la consommation. Et pourtant, vous allez le voir, toutes les mesures sont prises pour limiter les risques. Francis Mazoyer, Bernard Bonnard. Observés, scrutés dans leurs moindres gestes, ces pintades landaises reçoivent aujourd'hui la visite d'un vétérinaire sanitaire. Principale inquiétude, le risque de transmission de la grippe aviaire par les oiseaux migrateurs. Il n'y a pas de rassemblement de migrateurs autour, vous n'avez pas de lac, d'étang. Ce producteur bénéficie d'une dérogation aux mesures de confinement. Comme l'exige le label rouge, ces pintades peuvent continuer d'être élevées en plein air, à condition toutefois de manger et de boire à l'intérieur. Le but est d'éviter premièrement tout contact avec des oiseaux migrateurs, faire en sorte qu'ils ne s'arrêtent pas ou qu'il n'y ait pas de motif de s'arrêter au sein des parcs des animaux, soit pour avoir accès à de l'abreuvement, soit pour avoir accès à de la nourriture. Pour les éleveurs landais qui ont déjà perdu 20% de leur chiffre d'affaires, un éventuel renforcement du système de surveillance ne serait pas sans conséquence. Certains craignent un confinement total, ce qui reviendrait à une perte du label. C'est des animaux label plein air, c'est pas fait pour être enfermé. Alors s'il faut le faire, on le fera. Mais c'est vrai que c'est pas souhaitable. Dans les Landes, une quarantaine de vétérinaires libéraux mandatés par les autorités multiplient leurs tournées. Donc apparemment, il y a eu très peu de morts. Non, c'est une mortalité normale, oui. Tout comportement suspect de volaille doit obligatoirement leur être signalé. Les premiers signes de la maladie sont facilement décelables. Un lot qui est très abattu, que l'on n'entend plus. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, qui ne crie plus, qui n'a plus ce bruit de l'eau de pintade, et aussi qui arrête de consommer surtout l'aliment. Un exercice de simulation d'alerte à la grippe aviaire aura lieu en mars en région Aquitaine. Abattage préventif des animaux, périmètre de sécurité. Le scénario est déjà prêt. La belle entente depuis quelques mois entre médecins libéraux et assurance maladie semble plus que jamais compromise. Samedi matin, la 8e négociation sur les tarifs s'est soldée par un échec. Les généralistes réclament une augmentation d'1 euro par consultation. Le prix, selon eux, des efforts déployés pour maîtriser les dépenses. Ils se disent prêts à entamer un bras de fer avec le gouvernement. Édouard Bergeon, Marie Cazot. Drôle d'anniversaire pour la convention médicale. Au lieu de fêter sa première bougie, les médecins en colère se sont déplacés dans une centaine de caisses d'assurance maladie pour enterrer cette réforme. Les artisans de la réforme que nous sommes malheureusement obligés de rendre provisoirement, nous l'espérons, le tablier de cette réforme, en espérant le remettre au plus vite. Entre la Sécu et les syndicats de médecins, le blocage est total. Alors ce généraliste a choisi d'augmenter ses honoraires. 1 euro tout de suite, ce que l'assurance maladie n'accepte pas avant septembre. D'où l'échec des négociations vendredi dernier. On ne prend personne en otage. Hein. On peut négocier tout à fait normalement avec des patients en disant voilà, je vous prends 1 euro de plus parce que j'estime que ma consultation vaut 1 euro de plus. Cette augmentation, ces patients semblent prêts à l'accepter. J'ai affaire à un bon généraliste et je lui fais confiance, je suis prête à payer plus cher pour être bien soignée. De votre poche? Oui. L'an dernier, les médecins ont fait économiser 722 millions d'euros à la Sécu en prescrivant plus de génériques et moins d'arrêts de travail. En contrepartie, ils réclament 1 euro de plus par consultation dès que possible. Selon l'assurance maladie, cette hausse coûterait 210 millions d'euros par an. Nous avons respecté notre contrat et puis les engagements n'ont pas été tenus au niveau de la négociation conventionnelle. Chez les généralistes, la grogne monte. Le syndicat des médecins libéraux, qui représente 5% de la profession, promet de multiplier les actions dans les jours à venir.
Et ça fait mal. L'actualité à l'étranger avec New York qui croule sous la neige. Près de 70 cm sont tombés en un seul jour, un record depuis 60 ans. Et même si le trafic routier et aérien est resté très perturbé, les New-Yorkais, vous allez le voir, prennent les choses du bon côté. Sur place, Pascal Golomer, Ton Vriens. La bonne surprise, enfin pour certains. Il y a 3 jours, les New-Yorkais ne parlaient que de ce drôle de mois de janvier qui fut l'un des plus doux de l'histoire. Et voilà Central Park englouti sous 68 cm de neige. C'est le record depuis que le service météo a été créé à New York. Et les touristes français n'étaient pas les derniers ce matin à venir profiter du spectacle. C'est absolument magnifique. Et c'est surtout, c'est vrai, c'est magnifique. Et puis c'est exactement tel qu'on l'imagine quand on voit les cartes postales, les films surtout. C'est magnifique. Tout le monde se balade, les New-Yorkais sont tous de sortie. Non, c'est vraiment super. Hier, c'était moins super. Pendant près de 8 heures, la tempête de neige a soufflé sur tout l'est des États-Unis, bloquant les routes et les voies ferrées. Des milliers de foyers ont été privés d'électricité. Les aéroports de New York, Boston, Washington sont restés fermés jusque tard dans la soirée. Pas de chance pour ceux qui ont dû dormir sur place en attendant que les pistes soient dégagées. Ce matin, les choses s'arrangent peu à peu parce que tout le monde y met du sien. De la pelle à la déneigeuse. À New York, 2500 personnes ont travaillé toute la nuit. Les grands axes sont dégagés, le métro fonctionne et les écoles sont ouvertes au grand désespoir des enfants. De la neige, des températures hivernales, la météo est donc redevenue normale. Cela rassurerait presque les New-Yorkais, à condition évidemment que cet hiver ne dure tout de même pas trop longtemps. Dominique de Villepin à Moscou. Le Premier ministre a entamé aujourd'hui une visite officielle de 24 heures au menu économie et diplomatie. Et en fin d'après-midi, Dominique de Villepin a plaidé en faveur de sa bataille pour l'emploi devant la communauté française. Sans citer spécifiquement le CPE, il a affirmé que la priorité du gouvernement était de remettre la France sur le chemin du plein emploi. Fin de citation. En Allemagne, le nouveau gouvernement d'Angela Merkel doit faire face à une grève qui s'annonce dure dans les services publics. Entamée il y a une semaine dans un seul Länder, le conflit commence à s'étendre. Aujourd'hui, 22 000 personnes ont fait grève pour protester contre les allongements du temps de travail. Sur place, Jérôme Bonny, Yvan Vanquette. Les intempéries de ces derniers jours n'ont pas refroidi leur détermination. En Bavière, les employés des services de la voirie ont laissé les chasse-neige au parking. Ils font partie des 40 000 salariés des services publics allemands qui ont revêtu ce matin le dossard de grévistes. Streik, grève illimitée, contre le passage à la semaine de 40 heures sans augmentation de salaire. Le gouvernement bavarois veut augmenter notre temps de travail pour éviter d'avoir à créer 20 000 emplois supplémentaires. Eh bien, ce n'est pas comme cela que le gouvernement fera baisser le chômage, bien au contraire. L'Allemagne n'avait pas connu de grève de cette ampleur dans la fonction publique depuis 14 ans. Elle touche les services de ramassage des ordures, les hôpitaux, les crèches, les écoles maternelles et même la police. La mobilisation est portée par un ras-le-bol des fonctionnaires. Cela fait 5 ans que nos salaires sont gelés, le coût de la vie a augmenté et par-dessus le marché, il faudrait travailler plus. C'est le premier grand conflit social auquel est confrontée Angela Merkel. Une grève qui risque de durer et de mettre à l'épreuve le gouvernement de coalition gauche-droite que dirige la chancelière. Dès demain, on reparlera de la fameuse directive Bolkestein sur la libéralisation des services dans l'Europe des 25. Les députés examineront un projet nettement adouci où la mention du pays d'origine a disparu. En clair, un salarié européen travaillant dans notre pays doit bénéficier des normes sociales françaises en termes de salaire et de droits. Mais dans les faits, déjà aujourd'hui, certains n'hésitent pas à contourner la loi pour proposer des contrats au rabais. Enquête Stéphane Despinois, Annie Tribouard. Si vous voulez, ici, donc la cuisine, et là... Trouver un plombier polonais pour rénover en toute légalité, rien de plus facile. Nous avons fait le test. Notre visiteur, qui se réclame d'une société polonaise de prestation de services, vient faire un devis. Le plombier polonais est très recherché. Oui, j'en ai des chantiers actuels, même trop, on peut dire. Ça marche bien? Ça dépend, hein, parce que ce sont toujours des chantiers, on peut dire, moitié-moitié en égalité. Alors, c'est un peu comme ça que...
Des annonces comme celle-ci fleurissent sur Internet. Nous sommes des sociétés polonaises de prestations de services, nous nous occupons des formalités pour que la procédure se déroule en toute légalité. Difficile pourtant d'y voir clair dans le contrat. On peut faire comme ça, je pense qu'on va essayer de passer par une entreprise. Il y a combien de Françaises qui va... C'est un portage, donc, qui emploiera des gens de chez vous. En théorie, pour vendre son savoir-faire, deux solutions s'offrent au plombier polonais. S'il vient seul en France, il s'installe comme artisan et règle ses charges ici. S'il fait partie d'une société de prestation de services, cette société vient le temps d'un chantier en France. Les salariés doivent être payés autant que les ouvriers français, mais la société règle ses charges sociales en Pologne. Actuellement, ces règles sont très souvent contournées. Thonon-les-Bains, au bord du Léman. Fin décembre dernier, des Polonais qui travaillent sur le chantier du palais de justice se rebellent. Ils n'ont pas été payés depuis 2 mois et vivent entassés dans une maison. Ils étaient hébergés à plus de 40 dans une maison de 150 mètres carrés, avec 60 litres d'eau chaude pour tout le monde, c'est-à-dire une douche, un seul WC, pas de matelas pour dormir. Ils dormaient même le sol dans des sacs de couchage. Le chantier du tribunal a été attribué au groupe Dumez, mais entre Dumez et les Polonais, il y a une vraie cascade de sous-traitants. Les Polonais sont délaissés. On fait venir des gens d'un pays étranger pour les mettre dans un autre, les faire travailler en dehors de toute réglementation, et notamment de notre réglementation nationale, c'est du trafic de main-d'œuvre. Nous ne sommes pas au camping, mais sur une aire d'autoroute entre Bordeaux et Bayonne. Pause dominicale pour ces 2 chauffeurs slovaques. Réputés moins chers, payés pour certains au kilomètre parcouru, les conducteurs de l'ex-Europe de l'Est sont très représentés dans les cabines de conduite. Le camion leur sert de maison, bref, la concurrence est rude. Quand moi je gagne 3 000 € tout compris, un Roumain ou un Bulgare sera payé entre 1 200 et 1 500 €. Rares sont ceux qui acceptent de témoigner sur le dumping à visage découvert. Les syndicats, eux, dénoncent l'hypocrisie des donneurs d'ordre, les clients du transport routier. Il est anormal que l'on nous dise notre société, notre voiture que nous vendons ou notre tel produit, il est écologiquement responsable et qu'à côté de ça, on tolère que ce soit des galériens de la route qui transportent ces produits, finis ou pas finis. Parmi ces chauffeurs sur la route Espagne-France, nombreux sont ceux qui travaillent comme sous-traitants pour de gros transporteurs français. Le secteur routier n'a pas attendu le débat sur la directive Bolkestein pour connaître la concurrence déloyale. Ce week-end, les mésaventures des passagers d'un vol charter en provenance de Djerba reposent une nouvelle fois la question de la sécurité aérienne sur certaines compagnies. La France va demander aux autorités tunisiennes des explications sur les incidents survenus à bord de cet avion affrété par la compagnie privée Carthago Airlines. Séverine Lebrun, Patrick Desmully. Le soulagement de retrouver enfin les siens. Commençons ce soir soulagés d'être rentrés et d'avoir retrouvé nos familles. C'était tout ce qui comptait. Un cauchemar qui a commencé hier matin au départ de Djerba. 150 passagers embarquent à bord de ce 737 de la compagnie Carthago Airlines. Au bout d'un quart d'heure, un grand froid se fait sentir dans la cabine. Les masques à oxygène qui sont tombés, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème. On ne les utilisait pas, que c'était un petit problème technique. Et en fait, au bout de 5 minutes, ils nous ont dit mettez-les. L'avion fait aussitôt demi-tour. Les passagers parlent de dépressurisation de l'appareil, une version démentie par la direction de la compagnie. Moi, je vous confirme qu'il n'y a pas eu de froid dans la machine. C'était juste une descente des masques. D'ailleurs, les PNC, hôtesses et chefs de cabine, n'ont pas utilisé les masques à eux-mêmes. Des incidents à répétition qui inquiètent les passagers français. Ils voudraient être mieux informés. On devrait savoir quelle compagnie on va avoir, même si c'est un charter. De fait, les voyagistes ont l'obligation d'indiquer aux passagers le nom de la compagnie qu'ils vont emprunter. Mais que faire de cette information puisqu'il n'existe toujours pas de liste des compagnies aériennes à risque? Les consommateurs aimeraient notamment avoir accès aux résultats des contrôles des compagnies aériennes. Nous souhaitons, c'est avoir plus d'informations sur la réalité de ces contrôles, sur les résultats de ces contrôles tout au long de l'année, sur l'ensemble des compagnies. Il faut absolument qu'il y ait plus de transparence. En décembre dernier, la Commission européenne a décidé la mise en place d'une liste noire commune. Elle devrait être publiée dès le printemps prochain. Embarras des socialistes et cascade de protestations aujourd'hui après les propos tenus samedi par le président de la région Languedoc-Roussillon. Georges Frêche avait traité des représentants de Harki de, je cite, sous-hommes. Devant le flot d'indignation, Georges Frêche vient il y a quelques instants de présenter ses excuses. On l'écoute. L'agressivité qu'on a dirigée contre moi a pris un certain ton qui m'a amené moi-même à manquer de pondération.
j'ai voulu marquer mon indignation. J'ai dit à cet homme que se rendre à la manifestation de Palavas n'était pas dans le droit fil de l'honneur qui, ceux dans des conditions inacceptables, ont perdu la vie. À ce propos, j'ai pu employer le terme impropre de sous-homme, que je peux considérer comme blessant et que je retire. À noter que l'ancien secrétaire d'État Pierre Bédier a été renvoyé en correctionnel dans l'enquête sur des passations douteuses de marchés publics. C'est la mauvaise nouvelle du jour pour les automobilistes d'Île-de-France. À compter de lundi prochain, le Conseil régional augmentera de 39% le prix de la carte grise. Certains parlent déjà de matraquage fiscal. Diego Garcia, Mathias Second. Madame Sauvageau l'a échappé belle. En achetant son véhicule ce matin, elle a déboursé 167 € pour sa carte grise. Une chance, à quelques jours près, elle l'aurait payé 64 € de plus. On a supprimé la vignette et on a l'impression qu'on rattrape le prix de la vignette par ce biais. On a eu à une certaine période des loueurs qui s'immatriculaient dans le 51 à une certaine époque, parce que les cartes grises étaient très peu chères, et les clients vont aller s'immatriculer ailleurs, avec pour nous le risque peut-être que les gens aillent acheter justement leur voiture dans ces régions-là. Les cartes grises augmentent de 39% en Île-de-France, et ce, dès lundi prochain. Concrètement, cela signifie que les véhicules de 5 chevaux paieront désormais 231 €, 323 pour les 7 chevaux et 415 € pour les 9 chevaux. Explication de cette hausse, selon le Conseil régional d'Île-de-France, le coût de la décentralisation. Beaucoup trop de taxes pour les associations. L'automobiliste aujourd'hui est déjà taxé à plus de 44%, c'est-à-dire la possession et l'usage d'un véhicule est taxé à plus de 44% pour comparer à la TVA à 19,6 pour les produits de consommation courante. L'augmentation aura lieu un peu partout en France. Par exemple, plus 22% pour la région PACA. Avec l'Île-de-France, elles seront en tête des régions gourmandes. Dans moins d'une heure maintenant, 3 simulations d'attentats seront organisées dans la ville de Lyon. 3 attentats dans 3 lieux différents. La station de métro Gerland, une rame de tramway au sud de la gare de Perrache et enfin la place des terreaux. Un exercice grandeur nature pour tester la coordination des secours. Une première nationale qui va mobiliser 1600 personnes dans quelques instants. Et puis dans 6 mois, on en saura peut-être un peu plus sur Jeanne d'Arc. À partir d'aujourd'hui, une équipe de scientifiques va examiner à la loupe les restes présumés de la bergère de Domrémy. Une étude sans précédent pour percer peut-être le mystère de cette héroïne nationale brûlée vive en 1431 à Rouen. Estelle Collin, Olivier Robert, Didier Dahan. Après être passé par les tribunaux, après avoir fini au bûcher, la voilà qui réapparaît dans un bocal. Fragments de côte, de peau et d'os, voici les restes présumés de la bergère de Domrémy. Mais percer le secret de cette héroïne nationale a un prix. 6 mois de recherche, 18 scientifiques et des techniques de pointe. L'utilisation du carbone 14 permettra de déterminer l'année du décès. L'analyse du pollen, le mois. Une étude scientifique face à une légende. En 1431, les cendres de Jeanne d'Arc auraient toutes été jetées dans la Seine. Manifestement, un admirateur, quelqu'un, aurait... On parle vraiment dans le conditionnel, aurait récupéré les restes de la pucelle d'Orléans, les aurait mis dans un bocal qui aurait au fur et à mesure traversé le temps. Voici notre hypothèse de travail. Analyse génétique inédite pour certains, coup de bluff pour d'autres, pour qui il semble bien improbable que presque 600 ans plus tard, l'histoire nous livre ses secrets. Lorsque Jeanne d'Arc est morte, pendant des années, il y a eu de fausses Jeanne d'Arc. Et qui ont été reconnus par les frères de Jeanne d'Arc. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que c'était là encore des supercheries. Ça veut dire que il y a des supercheries qui vont de siècle en siècle sans s'éteindre. Alors, que renferme donc cette boîte? Quels que soient les résultats des analyses, l'objectif est aussi de tester et d'améliorer l'ensemble des techniques médico-légales que l'on utilise dans les laboratoires aujourd'hui. La dernière bataille de Jeanne d'Arc. Début mars, les députés reprendront leur débat très houleux sur le projet de loi concernant les droits d'auteur sur Internet. En décembre dernier, l'Assemblée avait créé la surprise en adoptant un amendement légalisant le téléchargement pour les particuliers en contrepartie du paiement d'un forfait mensuel. C'est ce qu'on appelle le peer-to-peer, un échange de fichiers, de films ou de musique entre internautes. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Abdel Mostefa, Éric Delagneau, Alain Locasio. 21 décembre dernier, peu avant minuit, un petit séisme secoue l'Assemblée nationale. Nos enfants
deviennent des pirates et des délinquants, si j'entends. À la surprise générale, des députés de gauche s'allient à des députés de droite. Alors on ne va pas se lancer à la figure de la course à l'échalote du plus réactionnaire. Des débats techniques, parfois surréalistes. Les bronzés 3, vous y avez droit ou vous n'avez pas droit? La réponse est non. Au final, 2 amendements votés qui reviennent à légaliser le piratage sur Internet. C'est absolument ingérable. À l'origine de ce bug parlementaire, une pratique interdite que l'on appelle le peer-to-peer. Parmi les 10 millions de foyers abonnés Internet, un adepte du peer-to-peer. Il enregistre ses DVD ou ses CD sur son ordinateur. Ensuite, grâce à un logiciel téléchargé gratuitement sur Internet, n'importe qui peut venir les récupérer dans son ordinateur. A l'inverse, lui-même pioche des films et des chansons chez d'autres internautes. Quelques secondes après, il peut les écouter gratuitement et sans scrupule, comme la plupart des habitués du peer-to-peer. J'ai plus l'impression de m'ouvrir à beaucoup de sons et beaucoup d'images auxquelles finalement j'aurais pas accès, parce que bon, c'est une histoire d'argent toujours. Donc je ne me considère pas comme un délinquant. À travers la planète, des millions de films et de chansons sont ainsi partagés gratuitement. Une caverne d'Ali Baba au nez et à la barbe des industries de la musique et du cinéma. Cette pratique est largement répandue, alors pourquoi ne pas la légaliser en échange d'une taxe? Julien Dournion de l'association Que Choisir défend cette idée. Ça s'appelle la licence globale et ce serait un forfait de 7 € par mois payé par les internautes. C'est un revenu complémentaire pour les artistes. Parce que les échanges sont massifs, parce qu'il est impossible de les éradiquer, à moins d'envoyer tout le monde en prison. Ou de fliquer l'Internet. Ce qui n'est pas raisonnable. Cette idée de licence globale a provoqué un tollé chez de nombreux auteurs. Pour Jean-Jacques Benex, télécharger tout ce qu'on veut pour 7 €, c'est ouvrir la porte à tous les abus. Je vais payer une licence, pas la licence 4, la licence 5. Et ça va me donner le droit d'aller dans toutes les caves. Je peux boire du pinard autant que je veux. Et puis je vais demander aussi un autre truc, je vais aller dans les supermarchés et puis je vais remplir mon caddie autant que je veux. Même indignation dans le milieu de la musique. Avec la licence globale, ce producteur indépendant pense qu'il perdrait ses revenus actuels et qu'il ne pourrait plus produire des artistes comme Corneille. Pourquoi aller acheter de la musique sur des sites actuellement payants qui proposent des téléchargements? Pourquoi aller acheter de la musique sur des disques alors qu'on peut avoir, selon ceux qui la proposent, l'ensemble de la musique du monde d'hier, d'aujourd'hui, de demain, du cinéma d'hier, d'aujourd'hui, de demain, pour 7 € par mois? C'est ridicule. Le vote du projet de loi aurait dû être une formalité. En quelques semaines, c'est devenu un vaste débat de société sur fond de lutte acharnée entre lobbies. La reprise des travaux parlementaires sera suivie avec beaucoup plus d'attention qu'en décembre dernier. Chacun sait que le résultat peut être lourd de conséquences. Et le piratage sur Internet, c'est le thème ce soir de complément d'enquête présenté par Benoît Duquesne à suivre à partir de 22h35. Un bus à 2 étages, une cabine téléphonique rouge, une tasse de thé, 12 symboles nationaux ont été retenus par le gouvernement de Tony Blair pour promouvoir la culture anglaise. Correspondance Maryse Burgot, Roy Conley. Selon les Anglais, une tasse de thé, c'est d'abord une question de temps. 5 minutes d'infusion, pas moins, pas plus. Un cérémonial délicieusement anglais. Le gouvernement tente d'ailleurs d'ériger la tasse de thé en icône nationale. Bien sûr, la tasse de thé occupe une place importante dans nos vies. Pourquoi pas plutôt une pinte de bière? Une pinte de bière? Je crois que ce serait une bien meilleure idée. Et voilà ce crucial débat lancé sur Internet. Le gouvernement propose sur ce site très officiel une liste d'objets qui pourraient devenir des icônes. Les sujets de Sa Majesté sont priés de donner leur avis. Une tasse de thé? Oh non, ça c'est une idée du passé. Les choses changent. Historiquement peut-être, mais aujourd'hui c'est différent. Le bus à étage, la relève de la garde, le chapeau melon ou la cabine téléphonique rouge, il s'agit de promouvoir l'héritage culturel anglais. Une idée née dans la tête du ministre de la Culture lui-même, un Anglais issu d'une minorité. Alors qu'on se débat dans notre société multiethnique, multiraciale, multiculturelle,
C'est important que nous réfléchissions à ce que sont nos icônes, aux valeurs que nous partageons. Quant aux historiens anglais les plus éminents, ils ont dénigré cette consultation qu'ils jugent farfelue. Chaque individu aujourd'hui est unique et essayer de le résumer dans une formule, c'est chose impossible. L'idée serait donc, selon certains, totalement dépassée, à l'image de ces cabines téléphoniques menacées de disparition et dont on fait désormais des œuvres d'art. Au JO de Turin, la France galvanisée par l'or d'Antoine Deneria misait beaucoup sur la snowboardeuse Doriane Vidal, mais la Française n'a terminé qu'en 8e position et la journée de demain ne s'annonce pas vraiment sous de meilleurs augures puisque Carole Montillet a été victime d'une lourde chute dès le deuxième entraînement. Florent Gautreau, Régis Maté. Un retour sur terre douloureux. Après l'euphorie générée par le titre d'Antoine Deneria, Carole Montillet part gonflée à bloc à l'entraînement ce matin. Mais à la réception d'un saut, la Française chute et termine sa course dans les filets de protection. Choquée, touchée au dos et aux côtes, Carole Montillet ne participera pas au dernier entraînement demain. Et si elle est rétablie, la championne olympique aura bien du mal à conserver son titre dans 2 jours. C'est toujours dur, mais je crois que si jamais elle n'a rien, je crois qu'elle aura la force, le caractère pour remonter sur les skis. C'est les Jeux olympiques. 4 concurrentes en tout ont chuté. Ironie de l'histoire, la descente a été remodelée avant les Jeux à la demande des skieuses qui l'avaient jugée trop facile il y a 1 an. Mauvaise journée aussi pour une autre héroïne de Salt Lake City, Doriane Vidal, médaille d'argent il y a 4 ans, termine 8e, avec un petit coup de griffe au passage pour des juges parfois déroutants dans leur notation. Ça donne envie d'arrêter. Bon, moi j'arrête donc ça va, mais je sais que mon entraîneur des fois il a plus envie de se battre parce qu'il dit non, c'est trop injuste. Halfpipe, ça veut dire demi-tube. Il veut d'ailleurs mieux parler anglais pour réussir dans cette discipline. Comme hier chez les garçons, les 2 premières places reviennent aux États-Unis. Le snowboard aux américaines, le biathlon aux russes, un partage façon guerre froide dans l'hiver de Sestrières. Et pas de française sur le podium. Sandrine Bailly termine 7e, 3 fautes au tir, une condition physique insuffisante. Le biathlon français est toujours bredouille après 2 épreuves. Le réconfort n'est même pas venu de l'épouse norvégienne du champion français Raphaël Poiré, qui a vécu un après-midi cauchemardesque. Longtemps en tête, elle a tout perdu sur le dernier tir. Elle commet 3 fautes et termine loin du podium, comme son mari il y a 2 jours. Décidément unis pour le meilleur et pour le pire. Heureusement, il nous reste à savourer la médaille d'or d'Antoine Deneria. Le skieur originaire de Morillon, en Haute-Savoie, a toujours du mal à réaliser qu'il est champion olympique. Mais aujourd'hui, il a goûté à sa nouvelle notoriété. Nathanaël de Rinxin, Gilles Jacquier. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il ne l'a pas quitté de la nuit. Elle est là. Regarde la route. Aujourd'hui, Antoine Deneria a une journée de repos. Quelques heures de détente avant de reprendre l'entraînement. Le nouveau champion olympique décide d'aller soutenir les biathlètes. Évidemment, Antoine ne passe plus inaperçu. Ce bénévole italien, en échange d'une photo, lui procure une accréditation pour approcher au plus près des Français. Sur le pas de tir où le silence est de rigueur, sa présence entraîne une effusion de joie bien inhabituelle. Bonjour. Merci. Bravo, respect, hein. Merci. Putain, t'as envoyé du gros. Hein. C'est la première fois qu'Antoine assiste à une épreuve de biathlon. Avant le départ de la course, il tente de motiver les Françaises. Alors, on peut faire comme ça. C'est un beau bijou, hein. C'est un beau bijou. Tu verras tout à l'heure. Fini la tranquillité. Désormais, il découvre les joies de la notoriété. Si, c'est super aussi. C'est agréable. C'est mieux ça que d'être 30e et d'être inconnu. Pour l'instant, c'est agréable. Aujourd'hui, il a décidé de faire plaisir à tout le monde. Salut, merci et merci pour la suite. Salut. En revanche, sa présence n'a pas eu l'effet escompté sur le clan français. Les biathlètes n'ont rien gagné. L'image du week-end, comme chaque lundi, eh bien c'est du football avec cette erreur du gardien du FC Barcelone, Victor Valdés, n'a pas assez appuyé sa passe de relance. Résultat, l'attaquant de Valence en profite. Il récupère le ballon et marque grâce à un lob. Bilan de la rencontre 1-0 pour Valence. Valence qui a désormais 6 points d'écart avec Barcelone, le leader du championnat espagnol. Sorti aujourd'hui d'un album inédit de Charles Trenet. Il réunit les toutes dernières compositions du chanteur. Le disque intitulé « Je n'irai pas à Notre-Dame » avait été achevé quelques mois avant sa mort en 2001. Olivier Lenuzza, Eric Mézy. En souvenir de toi, quand la lampe s'allume. La lampe du studio qui s'allume et la voix, le fantôme du poète apparaissent. Charles Trenet en pleine séance de travail. Mesdames et messieurs,
des idées de dodo, des idées de vie. Les chansons que vous entendez sont inédites. Le rêve propose bien des vérités que le temps dispose. Ces compositions sont aujourd'hui publiées par l'homme qui vécut dans l'ombre de l'artiste pendant 20 ans. Ce soir, je viens chez toi te tenir compagnie. Gilbert Rozon, un producteur canadien qui relança la carrière du chanteur au début des années 80. C'était mon second père. À partir du moment où Charles est disparu, moi j'ai eu une vraie pudeur de les publier. D'abord, j'avais un deuil à vivre. Et puis je me sentais mal, j'avais l'impression de profiter de sa mort, et là, le temps est venu. Gilbert Rozon et Charles Trenet côte à côte, les deux hommes réunis comme si l'histoire ne s'était jamais arrêtée. Vous avez le visage de l'amour. Vous avez... L'aventure se poursuit avec la sortie de cet album, 11 titres écrits entre 1992 et 1999. Il y a des violons qui sont un peu inhumains, je trouve. Ils ne vibrent pas. On ne sent pas le vibrato. Un album souvenir comme une photo de famille. Gilbert Rozon garde en mémoire le rêve de son ami chanté en l'église Notre-Dame. Charles Trenet essuie alors un refus. Il compose cette mélodie, Le revoir du fou chantant. Je n'irai pas à Notre-Dame, je n'ai pas l'autorisation. Ai-je bien mérité le blâme d'offrir à Dieu quelques chansons? Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet, 20h50, Gaspard Le Bandit avec Jean-Hugues Anglade et Natacha Régnier. À demain, excellente soirée à tous.